sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver. Au sommaire, ce dimanche, la France est-elle atteinte de macronite depuis que le ministre de l'économie a lancé son mouvement politique? Emmanuel Macron occupe le terrain médiatique et grimpe dans les sondages. A-t-il des ambitions présidentielles? La France s'interroge sur le renouvellement de sa classe dirigeante. Emmanuel Macron peut-il séduire les déçus de la politique? Est-ce lui le Justin Trudeau français? Un mois après les attentats de Bruxelles, comment va la Belgique? Images dégradées, dommages économiques, tensions dans le vivre ensemble, interrogations sécuritaires. Alors que les autorités alertent sur un risque de nouveaux attentats, le malaise est perceptible. La Belgique peut-elle se fracturer sous la pression du terrorisme? Le Belgium bashing est-il excessif? Comment passer d'un monde sans drogue à un monde sans abus de drogue? Constat d'échec de l'ONU, la prohibition ne fonctionne pas. Faut-il décriminaliser, voire légaliser l'usage de la drogue? Le narcotrafic génère 300 milliards de dollars par an. Comment les États peuvent-ils récupérer ces sommes colossales engendrées par le marché noir? Beaucoup de questions auxquelles on va répondre avec nos kiosqueurs. Les voici. Michel Beuret, correspondant à Paris pour la RTS, la télévision suisse, grand reporter. Vous avez effectué votre carrière dans la presse helvétique auparavant, notamment chef du service étranger à l'hebdomadaire L'Hebdo. Pierre Marlet, journaliste à la RTBF, la télévision belge, correspondant à Paris. Vous aviez été le coordinateur de l'émission spéciale Bye Bye Belgium, une fausse émission consacrée à la scission de la Belgique, c'était en 2006. Jean-François Kahn, ancien journaliste, essayiste français, historien de formation. En 1984, vous créez l'événement du jeudi, puis en 1997, Marianne, vous en êtes le directeur jusqu'en 2007 et vous continuez à collaborer avec l'hebdomadaire français, également chroniqueur pour le quotidien belge Le Soir. Et enfin, Marie-Roger Biloa, directrice du groupe Africa International. Africa International, un magazine panafricain francophone créé à la fin des années 50 au Sénégal. Merci à vous quatre d'être ici en ce dimanche pour commenter l'actualité de cette semaine et nous livrer votre analyse sur cette actualité. Je suis de gauche, c'est mon histoire, mais la gauche aujourd'hui ne me satisfait pas. Petite phrase signée Emmanuel Macron, la dernière d'une série qui interroge sur ses ambitions en mission présidentielle. Depuis 3 semaines, le ministre français de l'économie est dans les médias, y compris dans la presse internationale. Il est aussi dans tous les esprits des politiques, y compris certainement dans celui du président. Emmanuel Macron rectifie le tir. En déplacement en Pologne, celui qui disait hier ne pas être l'obligé du chef de l'État fait officiellement acte de contrition. J'entends en effet que certaines et certains voudraient utiliser le moindre mot, la moindre initiative pour fragiliser le président de la République. Ça m'est insupportable. Je suis comme membre du gouvernement en plein soutien et dans la mission qu'il m'a confiée. Et je continuerai à le faire. Changement de ton après un tête-à-tête de 10 minutes avec François Hollande. Pour beaucoup dans la majorité, la situation ne peut plus durer. Le monarque et son obligé, maintenant, devrait penser à la France et aux Français, parce qu'au fond, ces querelles de mots et de petites phrases n'intéressent pas les Français. Donc vous dites ça ne peut pas durer. Et nous avons besoin d'unité dans l'action. Ça ne peut pas durer. Je souhaite qu'on ait vraiment cette exemplarité de comportement, l'unité dans l'action, la cohérence. Manuel Valls préfère, lui, ne pas s'exprimer sur la question. Une réaction au propos de M. Macron? Non. Pour le gouvernement, c'est au couple Hollande-Macron de trouver une solution, et ce, le plus vite possible. On ne peut pas aller jusqu'à la trêve estivale avec 3 fois par semaine un ministre de l'économie se démarquant du chef du gouvernement et du président de la République. Ça, c'est inimaginable. Donc, c'est une question de dosage. Je ne vois pas Emmanuel Macron renoncer à étaler, voire à exhiber ses différences. Donc, il va y avoir un équilibre à trouver et il est très possible que cet équilibre se rompe à un moment. D'autant qu'Emmanuel Macron n'a pas prévu de ralentir. Avec son mouvement, il va lancer en mai une vaste consultation de la population. Alors, cet éditorialiste Alain Duhamel disait c'est une question de dosage. Des petites phrases, il y en a. Je répète celle qu'il aurait dite. On va entendre. On va l'entendre dans une émission sur Arte ce soir. Mais donc, il aurait dit je suis de gauche, c'est mon histoire, mais la gauche aujourd'hui ne me satisfait pas. Votre commentaire là-dessus, Marie-Roger? Mais personne n'est satisfait de la gauche. Et le fait de mettre ça en exergue ne fait qu'accentuer ou rappeler la schizophrénie qu'il y a dans le monde politique. C'est-à-dire, depuis
je sais pas, 20 ans, 30 ans, on nous dit la gauche, la droite, on n'arrive plus tellement à les distinguer et que les vraies différences qu'il y a, c'est l'extrême gauche et l'extrême droite. Quoique, ils se rejoignent encore par moment, qu'il faut réinventer la gauche, qu'il faut réinventer même la politique, qu'il y a une désaffection, que ceci, cela, qu'on voit que les vedettes de la campagne électorale aux États-Unis, c'est pas Hillary Clinton et je sais pas quelqu'un de très sage dans le camp républicain, mais c'est un fou comme Trump et puis c'est Bernie Sanders, des gens qui sont totalement atypiques. Et voilà Emmanuel Macron qui dit je veux rester à gauche. Et qui veut... Alors, c'est pas ce qu'il dit exactement non plus. Ah ben si, il dit c'est mon Alors, histoire, mais ça ne me satisfait pas. Ça veut dire peut-être qu'il en sort. Jean-François Kahn, est-ce que c'est ça qu'il dit? Je veux rester à gauche. Ah, il l'a dit, oui. Oui. Non, mais c'est ce qu'il dit dans cette petite phrase. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il l'a dit. Il a dit je veux travailler avec les bonnes volontés de gauche Ou et de droite. C'est sûr. Voilà, ce qui n'est pas exactement la même chose. Vous en serez d'accord avec moi. Mais il veut rester fidèle à Hollande. Et moi, mon pari, c'est que on sous-estime peut-être Hollande et que Hollande l'utilise pour rénover la gauche. C'est possible aussi, parce qu'on se dit, oui, mais pourquoi il a ce jeune-là qui veut prendre sa place, etc. Mais peut-être qu'il utilise et qui sont de mèche pour transformer ce mouvement. C'est possible aussi. Pierre. C'est une piste qui a été effectivement élaborée, qui est peut-être pas absurde. Effectivement, l'ascension d'Emmanuel Macron correspond à un moment de crispation de plus en plus forte entre Manuel Valls et François Hollande. Et donc, quelque part, celui vraiment qui embête le plus dans le gouvernement français, Emmanuel Macron, c'est Manuel Valls. Donc, cette première hypothèse avait du sens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron prend de plus en plus de place, qu'il ne se passe plus un déplacement sans qu'il ne lâche pas une phrase, qui fait la une de Paris Match en disant oui, mais après c'était une erreur. Mais enfin, on ne parle plus que de Macron. D'ailleurs, le titre qui est derrière vous, c'est Macronie. Donc, quelque part, il réussit parfaitement son coup. Demain, il y a Stéphane Le Foll qui lance son mouvement sur la gauche. Il n'invite pas Emmanuel Macron parce qu'il n'a pas été invité. Donc, c'est clair qu'on peut se poser des questions sur ce que veut et ce que va vraiment faire Emmanuel Macron. Pour l'instant, en tout cas, moi, je ne suis pas sûr que la corde va nécessairement casser comme on le laisse entendre. Voilà, c'est extrêmement difficile de faire des hypothèses. Michel. Moi non plus, je suis d'accord avec vous, Pierre. Macronite, ça sous-entend une maladie. On peut se demander si quand même les blocages de la France ne sont pas un peu la maladie de la France et si la macronite pourrait pas être un vaccin potentiel, c'est-à-dire une manière de dire la France est bloquée par des jeux de posture et au fond, d'une certaine manière, il va bien falloir travailler ensemble pour la débloquer. Si vous demandez aujourd'hui à quelqu'un ce qu'il pense de Macron et qu'il dit quelque chose de négatif sur Macron, il est de gauche. Ou de droite. Et réciproquement. C'est-à-dire qu'il ne fait l'unanimité nulle part, sauf avec les gens qu'il rassemble et la sympathie que les gens lui portent, puisque, on rappelle ce chiffre, 80% des Français sont disposés à voter pour... Alors, il y a en effet ce sondage... Un candidat sans parti. Voilà, on pense ce qu'on veut des sondages. En l'occurrence, en France, on s'appuie sur ces quelques petits chiffres qui sont distillés. Il y en a un qui nous dit que 38% des Français pensent que Emmanuel Macron serait un bon président. Et il est même désormais considéré comme le meilleur candidat pour les sympathisants de gauche. Je rappelle qu'il s'agit d'un sondage. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça, Jean-François Kahn? Donc, macronite, pas macronite? Non, ce qu'il y a, c'est que ça craque de partout. Alors, on a un système... Est-ce que vous avez pris conscience, par exemple, de ça? Aujourd'hui, si vous prenez les sondages, vous avez un parti, le Front National, qui fait entre 25 et 30%. Pas de député. Ensuite, vous avez Bayrou, qui est à 13%. Pas de député. Et puis, vous avez également Mélenchon à 13%, et qui peut même arriver avant Hollande, d'après les sondages. Pas de député. Et normalement, c'est quoi la démocratie, cher ami? C'est pas un parlement qui est censé représenter les différentes tendances de l'opinion. C'est impossible, c'est une caricature, c'est une farce. Donc évidemment, on sent bien que tout ça ne marche plus, ça craque de toutes parts. Vous nous dites que les institutions ne fonctionnent plus, les institutions de la 5e République, donc la Front National, c'est-à-dire un troisième parti sur la droite de la droite, bon, ça marche. Un parti qui ne veut plus avoir affaire avec les socialistes, voilà, ça marche. Voilà. Le problème de Macron, d'abord, c'est quand même inouï. Hein. On n'a jamais vu ça sous la 5e République. C'est-à-dire, de l'intérieur d'un gouvernement, et c'est pas n'importe qui dans le gouvernement, mais de l'économie, il lance un mouvement contre le Premier ministre du gouvernement. Vous avez déjà vu ça, vous?
Est-ce que c'est vraiment Sarkozy, bah oui, contre le Premier ministre, pas forcément contre le président, ça on peut en discuter. Mais contre le Premier ministre, c'est évident. Sarkozy a fait un peu ça. Le problème, c'est que il y a une telle attente de dépasser, ça on pourra peut-être en parler après, parce que c'est un vrai problème, de dépasser le clivage gauche-droite, tel qu'il fonctionne, d'inventer autre chose, imaginons, il y a une telle aspiration à ça que ça marche. Simplement, si en effet, il se montre à côté de Hollande, et si on s'aperçoit que c'est un joker de Hollande, paf, ça s'effondre. Et surtout, il y a un aspect de Macron qui est complètement à contrario de l'opinion, c'est qu'il est il est droitier sur le plan économique et social, c'est-à-dire néolibéral. Mais ça, c'est pas sûr qu'il soit nécessairement à contrario de l'opinion. Il est contrario d'une certaine partie de la gauche française. Il est à contrario, je dis bien, il est droitier sur le plan économique. Oui. L'opinion est droitier, mais sur le plan sociétal. Sur le plan économique, très pro-néolibéral, et donc, et en même temps, il est très gaucho sur le plan sociétal. Or, c'est l'inverse de l'évolution des Français, qui sont très droitiers sur le plan qu'ont évolué, très droitiers sur le plan sociétal, et en revanche, très anti-néolibéral, compte tenu des dégâts sociaux du néolibéralisme. Quand les gens s'en apercevront... Je crois qu'il y a une chose très importante qu'il a dite lui-même. Il a dit, ni de gauche ni de droite, mais la vraie différence est entre les conservateurs et les progressistes. Ceux qui veulent rester dans le statu quo, comme les étudiants, bizarrement. Les étudiants réclament le statu quo contre la loi El Khomri, ou alors ceux qui veulent avancer. Tout le monde vous dit sur tous les tons, la France est bloquée, l'économie n'avance pas, etc. Hollande, lorsqu'il faisait son émission, il parlait de l'emploi comme d'un objet à aller chercher quelque part. Il a donné sur France 2 il y a 2 semaines, une grande émission. Qu'il faut ouvrir un placard, on va prendre les emplois. Mais les emplois, c'est le résultat d'une économie dynamique. Et les mesures qui sont prises, enfin, disons, le système actuel ne favorise pas ce dynamisme. Et donc, tout ce que Macron veut faire, c'est la même chose que veut Hollande. Mais mon analyse à moi, c'est mon hypothèse, et c'est assez drôle, on ne peut faire que des hypothèses, puisqu'on ne sait pas, c'est que Hollande a le dos au mur, il ne peut pas se dédire. Il disait « j'aime pas les riches », bon, il a essayé, etc., c'est mal vu. C'est avoir cet Emmanuel Macron qui a été populaire dès le premier jour, dès qu'on a nommé Emmanuel Macron ministre des Finances ou de l'économie. Le jeune, sa jeunesse, etc., il a porté comme progressif. Je pense que c'est ça. Tout de suite, il était... Est-ce que ce n'est pas sa jeunesse aussi? Il est plus jeune que la plupart des ministres. Est-ce que ça n'est pas ça aussi? Jeunesse, c'est un ton peut-être un peu différent dans une classe politique qu'on nous décrit comme encroûtée, avec des Français désabusés. Voilà, je crois que là, on touche un point. On est dans un système, comme disait Jean-François Kahn, très bloqué. Il y a plein de blocages partout. Alors, c'est vrai sur un plan institutionnel, mais c'est vrai dans la vie courante, dans la vie pratique. Et on veut du renouveau, on veut quelqu'un qui vient avec un dynamisme et l'idée qui change. Et Macron correspond pile poil à ça pour le moment. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas si ça va réussir, mais en tout cas, ça correspond à un esprit du temps et qui fait un parallèle. Marie-Roger parlait effectivement de ce qui se passe aux États-Unis. Je veux dire, voilà, c'est sur d'autres plans, mais c'est ce côté transgressif qui réunit toutes ces personnes qui disent « je ne suis pas dans le système, j'essaye de marcher autrement et de proposer quelque chose de novateur ». Alors, c'est peut-être du vent, peut-être que petit à petit, on va remarquer que finalement, on n'en sait rien. Je me permets de rebondir là-dessus. On va regarder. Pour le moment, ça correspond pleinement à une aspiration, je crois, très forte. On va regarder la une de Courrier International, l'hebdomadaire français, qui s'interrogeait destin présidentiel ou comète sans lendemain. Emballement médiatico-politico-parisianiste, Emmanuel Macron est donc un pétard mouillé. Ou une véritable révélation, une véritable alternative à laquelle une partie de la société française aspire. Michel. À ce stade, peu importe de savoir exactement ce qu'il va faire. On n'a pas de boule de cristal pour répondre à cette question. On aime bien les hypothèses. Mais on aime bien les hypothèses, bien entendu. Mais le fait qu'il le fasse et le fait que ça porte et le fait que ça réponde en effet à des aspirations est en soi intéressant. Le fait que ça entre en résonance au fond avec d'autres mouvements qui sont aussi d'une certaine manière sortent des syndicats, des mouvements syndicaux, des mouvements partisans comme Nuit debout, qui sont présents dans 80 villes, comme le mouvement, je note le mouvement de la primaire des Français, Corinne Lepage. On apprend aujourd'hui il y a quelques jours que Ramayad se lance. Il y a des vocations comme ça, des francs-tireurs qui se lancent. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Ce qui est certain, c'est qu'il y a une envie d'y aller. Il y a une envie de sortir des carcans.
Chacun des partis, on le sent bien, est en voie d'implosion. Les Républicains, 12 candidats, ça va être une bataille incroyable. Chez les socialistes, s'il y a une primaire... On n'a jamais vu autant de candidats pour la présidentielle que déclarés pour l'instant, on verra bien. Mais déclarés, on n'a jamais eu autant. Et on exclut les Verts qui ne participent pas, l'UDI qui ne participera pas, et la gauche de Mélenchon qui ne participera pas. Donc il va y avoir un jeu complètement ouvert pour cette présidentielle. Et comment il est vu, Emmanuel Macron? Parce que je disais tout à l'heure que la presse étrangère en parlait beaucoup, pas que la presse française, la presse étrangère s'y intéresse. Comment il est vu, par exemple, du Cameroun ou de Belgique? Est-ce qu'il intéresse au Cameroun? Oui, lorsqu'on regarde la politique française, ça fait forcément partie des figures qui intéressent, sa jeunesse, son dynamisme. Ça fait toujours rêver. Thomas Sankara français? Pas du tout, parce que lui, il est quand même très proche de la finance. Il sort de l'univers des banques. Il a une forme de pragmatisme économique, etc. Qu'avait Sankara aussi de sa façon. Mais non. Mais sa jeunesse, parce que ça entre aussi en résonance avec autre chose en Afrique qui est là partout, c'est le renouvellement des élites et des dirigeants. Parce qu'on estime aussi que dans beaucoup de pays, les mêmes sont là depuis très très longtemps. Il y a une forme d'oligarchie où les jeunes n'arrivent pas à pointer, à trouver leur place. Donc ça, c'est un fait, on le cite comme, voyez, quelqu'un qui a 38 ans est devenu ministre en France, je ne sais pas, 5e économie mondiale. Donc ça, forcément. 6e. Mais aussi, la France, bon, bref, une des... Perdu une place, apparemment. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Elle reste quand même dans le peloton de tête. Vu de Belgique, je dirais que Emmanuel Macron, pour l'instant, ne fait pas encore tellement la une. S'il y a eu un article retentissant cette semaine, justement, dans Le Soir, avec une interview. Mais c'est encore relativement discret. Pourquoi? Parce que ce qui frappe surtout, vu de Belgique, c'est le degré d'impopularité affolant, énorme de François Hollande. Et donc, il y a énormément d'interrogations par rapport à ça. C'est la première interrogation. La deuxième, c'est est-ce que Nicolas Sarkozy peut vraiment revenir? Voilà, c'est ça. Vu de l'extérieur, je crois que c'est ça, les questions d'abord qui viennent. Et juste encore un petit mot, parce que c'est ça qui est intéressant. Manuel Valls était très populaire tant qu'il était ministre de l'Intérieur. Quand on regarde la courbe de popularité, à partir du moment où il vient aux affaires vraiment, en tant que Premier ministre, sa courbe chute terriblement. Pour l'instant, Emmanuel Macron est ministre de l'économie. Certes, c'est un poste important, mais c'est pas non plus le poste super exposé. Et voilà, il est ministre de l'économie. Tant qu'il est ministre de l'économie et qu'il lance son mouvement, ça marche très bien. Si demain Emmanuel Macron était Premier ministre, j'en sais rien. Est-ce que Emmanuel Macron pourrait être, pour continuer avec les comparaisons, le Justin Trudeau français, autrement dit, un politique jeune? Et est-ce que, parce que c'est la question qu'on se pose tous, est-ce qu'il va y aller à cette présidentielle? C'est une bonne comparaison, ça, pour le coup. Il y a une aspiration en France, il y a depuis longtemps, hein, les institutions, c'est un carcan qui l'empêche. Et c'est pour ça que les gens s'abstiennent de plus en plus. Mais il y a une aspiration profonde, confuse, à sortir de ce carcan, à sortir du clivage gauche-droite qui ne correspond plus à une réalité. Il y a un clivage gauche-droite qui correspond à une réalité. Moi, je peux vous en parler, je vais vous dire, je suis un expert. Et pourquoi je suis un expert? Je suis vraiment l'expert. Parce que ça fait 35 ans, et on n'est pas 3, hein. On n'est pas 3 dans le milieu journalistique, je dois être le seul. Ça fait 35 ans que je me bats pour ça. J'ai écrit 12 livres au moins là-dessus. Je me suis investi, j'ai raté. Ma vie est un échec à ce point de vue-là, total. Mais j'ai objectivement raté. De ce point de vue-là, alors. De ce point de vue-là. Mais je me suis, depuis 35 ans, j'ai totalement investi dans l'idée qu'il faut sortir de ça, créer un nouveau cours. Bon, très bien. Alors. 6e République. Hein? Non, un parti du centre, le centre. Changer les institutions, mais aussi sortir du clivage gauche-droite qu'il faut se dépasser. Ouais. Dépasser. Or, qu'est-ce que dit Macron? Nini. Moi, je ne crois pas au Nini. Donc, le dépassement, c'est pas Nini, je crois au oui. Je veux dire, dans notre tête, on n'est pas Nini. Si on est Nini, on n'est rien. On n'est pas rien. En revanche, dans notre tête, il y a un côté d'extrême gauche, il y a un côté de gauche, il y a un côté de centre, il y a un côté de droite, il y a un côté d'extrême droite. Qui n'a pas un petit peu de droite et même d'extrême droite dans la tête, ou de gauche et d'extrême gauche dans la tête, est très bizarre, finalement. Donc c'est pas Nini. C'est quelque part, Nini, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est-à-dire je suis au centre, d'une certaine manière. Ça veut dire on va faire la coalition des modérés. C'est d'ailleurs ça qu'il dit. Je vais prendre les modérés, on va faire la coalition des modérés. Ça existe dans beaucoup de Mais entre nous, la vérité, il faut quand même aujourd'hui se le mettre dans la tête, n'est pas ici, ici, ici. Elle n'est pas là, là et là.
La seule endroit, elle est ici ou là, ailleurs, en haut, pas. La seule endroit où elle n'est jamais, c'est au milieu. Parce qu'entre le stalinien et l'anti-stalinien, elle n'est pas au milieu. Entre le SS et le résistant, elle n'est pas au milieu. C'est ça l'erreur de cela. C'est-à-dire, le gouvernement qu'on a fait en 14 et qui a permis de gagner la guerre, c'est pas un gouvernement de l'Alliance des modérés. Ça va des socialistes à l'extrême droite. Et en 44, ça va des communistes à la droite. C'est pas une coalition des modérés. Donc en fait, c'est le dépassement où il faut les forces vives, les forces dynamiques et pas les forces molles. Pas la coalition des forces molles. Pardonnez-moi, pour revenir à 2016, parce qu'on pourrait continuer à parler de tout ça pendant des heures encore, mais pour revenir à 2016, une question oui, non, et on terminera là-dessus. Macron, en route pour la présidentielle, oui, non? J'en sais rien. Enfin, il a créé un mouvement. Il a créé un mouvement quand même. Si Hollande est candidat, non. Si Hollande n'est pas candidat, on ne peut pas l'exclure. Et Michel, vos pronostics? Vous savez que j'aime bien les pronostics. Pas candidat, on ne peut pas l'exclure. Bon, donc on verra. Présidentielle dans un an. Je pense que son ego est pour. Que lui est peut-être contre, mais son ego est pour. Eh bien, nous verrons ça l'année prochaine, puisque la présidentielle est dans 13 mois à peu près déjà. Je vous propose qu'on passe de la politique française à la politique belge. Je pense qu'il suffit de passer la frontière. La politique belge dominée cette semaine par une phrase qui ne cesse de créer la polémique depuis le week-end dernier. Le ministre de l'Intérieur affirmait qu'une partie significative des musulmans avait dansé après les attentats du 22 mars à Bruxelles. Controverse. C'est au quotidien flamand de Standard de ce week-end Bonn tient ses propos. Voici ce qu'il explique. Une partie significative de la communauté musulmane a dansé à l'occasion des attentats. Incroyable, les musulmans ils vont pas danser, on a pleuré, on a pleuré Lubna, on a pleuré les Belges, on a pleuré toutes les religions, on est contre, ça c'est pas l'islam. Ik ga daar geen woord van terugnemen, omdat mijn uitspraken op feiten gebaseerd is. En ik denk dat je, wanneer je een probleem wilt oplossen, dat je eerst de feiten onder ogen moet zien. Ce sont donc des propos graves et lourds de conséquences. Ils sont à la fois scandaleux et irresponsables, puisqu'ils jettent sans nuance, sans justification, l'opprobre sur une communauté importante de notre pays que vous livrez, Monsieur le Ministre, à la vindicte populaire. Il y a un reproche que je ne vous ferai pas. C'est de ne pas maîtriser votre communication. Je crois que vous savez très bien ce que vous dites. Moi, je ne vais pas me voiler la face. Je ne vais pas pratiquer la politique de l'autruche. En tant que ministre, c'est justement mon devoir et ma responsabilité d'identifier ce genre de phénomène dans notre société, de les nommer et d'appeler à prendre action. Alors, le dessinateur belge dans le quotidien Le Soir revient sur la controverse en question avec cette question. Est-ce qu'une partie significative de la Flandre danse quand Jan Bon parle? Le nationaliste flamand, à nouveau sous le feu des critiques, il est coutumier des polémiques. Qui est Jan Bon, Pierre? Jan Bon est un ministre de l'Intérieur des nationalistes flamands, la NVA, qui est donc arrivé au pouvoir dans le dernier gouvernement. Donc on a une coalition un peu spéciale en Belgique, c'est ça qu'il faut comprendre. Nouvelle, hybride, on a 3 partis flamands, un seul parti francophone. C'est la première fois que ça se passe. Et dans ces partis flamands, il y a la NVA, qui est donc un parti nationaliste qui, lors des dernières élections, a fait un score très élevé, en allant notamment chercher pas mal de voix à l'extrême droite, les Vlaams-Belang. Ici, c'est une droite nationale qui ne se veut pas d'extrême droite, qui ne fait pas d'appel à la violence, mais tout de même, il y a une partie significative, pour reprendre les termes de Jan Bon, qui a voté pour la NVA lors des dernières élections, en espérant que ce programme radical qui était annoncé, il arriverait avec des mesures beaucoup plus sévères sur le plan sécuritaire. Et aussi, ne l'oublions pas, c'est pas anodin, l'indépendance de la Flandre qui figure bel et bien au programme de la NVA. Et évidemment, au pouvoir avec d'autres partis, dans un système de coalition, qui n'est pas le système à la française, dans un système de coalition, il faut que les partis mettent de l'eau dans leur vin. Et ces nationalistes extrémistes trouvent que finalement, Jan Bon est trop modéré. Tous les sondages montrent que la NVA perd des voix dans les sondages. Donc, en fait, la caricature de Kroll est tout sauf anodine. C'est très bien vu. C'est clair qu'en parlant comme il l'a fait, en tenant les propos qu'il a tenus, en disant que la communauté musulmane avait dansé, une partie significative, dit-il, avait dansé le soir des attentats de Bruxelles, eh bien, il s'adresse aussi à cet électorat-là. Il leur envoie un signal en disant, vous voyez, je tiens des propos radicaux, musclés, je ne me démens pas. Et d'ailleurs, le Premier ministre Charles Michel a
en tout cas, ne lui a pas volé dans les plumes, comme on aurait pu imaginer qu'il le fasse. Est-ce que ça veut dire que la coalition est suffisamment fragile pour devoir le préserver au gouvernement? Est-ce que la coalition est en danger? Puisque, rappelons-le, juste 2-3 jours après les attentats de Bruxelles, Yann Liamon avait donné sa démission qui avait été refusée. Est-ce qu'il y a aujourd'hui ce risque de voir la coalition imploser? Alors on ne peut pas, le risque n'est pas nul, hein, on ne peut pas absolument l'exclure. Pourquoi? Parce que justement, au moment de la démission de Yann Liamon, quand Yann Liamon a remis sa démission, il l'a fait, je crois, de manière assez logique, en obtenant des informations, en montrant qu'il y avait des erreurs qui avaient été commises. Et donc le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur ont remis leur démission qui a été refusée par le Premier ministre. Mais tout en refusant cette commission, le Premier ministre a dit « nous allons faire une commission d'enquête ». Commission d'enquête parlementaire qui vient d'être lancée, c'est pas rien. Ça a un pouvoir de juge d'instruction, ça va attirer l'attention de tous les médias, ça va être, pour le côté négatif, hein, pour le dire clairement, une politique spectacle, mais ça va fragiliser évidemment cette coalition au pouvoir, puisqu'évidemment, les partis de l'opposition et tout le monde va vouloir voir ce qui s'est vraiment passé le jour, ce qui a mené aux attentats. Et donc c'est clair qu'il y a un risque, oui, mais je pense que les partis, pour l'instant, qui sont au pouvoir, n'ont aucune envie de donner leur démission et d'aller aux urnes. Donc pas de crise politique. Donc voilà, ils n'en ont certainement pas l'envie. Le but, c'est de continuer à durer et de rester ensemble au gouvernement, mais c'est clair que la coalition est fragilisée pour l'instant. Votre réaction sur cette phrase: une partie significative des musulmans ont dansé après les attentats du 22 mars. C'est l'outrance des partis populistes et on la rencontre partout, malheureusement. Je porte un jugement de valeur en Suisse, dans les pays de l'Est. En France, on l'entend également. Tout dépend. Moi, ce qui me frappe, c'est que pour des raisons que Pierre Marlet a très bien dites, c'est-à-dire pour des raisons de posture en fait politique, pour tenter de conserver son électorat, il se permet cette phrase qui ne correspond sans doute pas à la réalité, et il le fait alors que le gouvernement est très fragile. On rappelle que la Belgique, pendant plus d'1 an et demi, pendant exactement 541 jours, n'a pas eu de gouvernement. Plus que la Palestine. Oui, c'est le record mondial. C'est un record mondial. Et c'est le paradoxe, c'est que la Belgique se trouve aujourd'hui dans cette situation qu'elle a vécu une union sacrée après les attentats, elle a fait corps véritablement. Aujourd'hui, comme en France, comme ailleurs, on règle ses comptes en montrant des coupables, la police, cafouillage policier, etc. Et en même temps, paradoxalement, derrière cette fragilité, il y a un pays très fort qui est capable de vivre 541 jours sans gouvernement. C'est un peu un paradoxe belge, non? Vu de France, Jean-François Kahn, justement, des attentats aussi en France en novembre, avec une situation peut-être différente. C'est pas vrai, mais ça s'est dit aussi. Moi, j'ai fait un débat télévisé où il y avait Fickelkraut un jour, et il a dit tout le monde sait que quasiment une majorité de musulmans ont applaudi Mera. Il l'a dit. C'est le même genre de phrase, en fait. C'est ça totalement faux, mais il l'a dit. Et c'est Fickelkraut, c'est pas un petit militant extrémiste de balle. Évidemment, il y a un fantasme comme ça. Oui, mais si je peux me permettre, c'est vrai, on est dans l'outrance. C'est l'outrance qui est choquante parce qu'on sait, elle a des arrière-pensées. Mais il faut pas se voiler la face. Je me souviens qu'en 2001, au moment de l'attentat contre les Tours Jumelles, il y a des gens qui étaient contents en Afrique. J'ai vu des jeunes qui portaient le t-shirt Ben Laden. Et même là, tous ces attentats, vous savez, nous sommes tous dans le deuil, absolument, mais pas tous. Il y a toujours une petite partie de gens que ça arrange, qui trouvent ça très bien, etc. Mais c'est une partie infime. Et pour les raisons qu'on sait, comme les terroristes d'ailleurs, c'est une petite partie infime. Voilà. Mais vouloir tirer un parti de ça et faire de la politique avec, c'est ça qui est justement condamnable, puisque c'est pas constructif. Et puis, ça ne tient pas compte de l'immense majorité qui est, comme tout le monde, c'est-à-dire totalement effarée par les attentats. C'est pas constructif, c'est surtout contre-productif, puisqu'on s'arc-boute sur cette minorité. Au risque de s'aliéner tous les autres qui cherchent à s'intégrer et qu'on cherche dans une certaine mesure à intégrer. Absolument. Et ce mouvement social très important est mis en danger par ce genre d'attitude. Vous avez raison, c'est évident que la lutte contre l'intégrisme, ce fondamentalisme terroriste, on ne peut la mener qu'en intégrant le plus de gens, de musulmans. Ici, c'est évident. Et puis, il faut quand même pas oublier, nous, on a perdu, nous, on a perdu des dizaines de personnes.
Excusez-moi, les Algériens ont perdu des dizaines de milliers de personnes dans la lutte contre l'intégriste. Des centaines de milliers. Même. Des centaines de milliers. Ouais. Et les Afghans, etc. Ceux qui ont le plus... Tous les jours, c'est des musulmans, et ils sont battus. Et l'héroïsme des femmes musulmanes en Algérie, qui ont arraché leur voile, etc. Eh bien, puisqu'on vous nous dit que vous allez nous tuer. Voilà. Maintenant, une des façons de lutter aussi contre Daesh, une des façons, c'est pas une des façons, c'est qu'au fond, on a renoncé aujourd'hui à toute utopie. On a diabolisé le concept d'utopie. Or, l'utopie, la République, c'est une utopie. Le suffrage universel, c'est une utopie. Tout ce qui nous a conduits, tout ce qui nous a oublié, était une utopie. Et aujourd'hui, on abandonne à l'extrême droite le pire des utopies, à Daesh le pire des utopies. Et si on veut les combattre, il faut leur opposer une autre utopie. Celle des droits de l'homme, celle de la liberté, celle de l'indépendance, celle du progrès social. Sans qu'on n'y arrivera pas. Mais c'est clair, mais c'est que pernicieux, je suis tout à fait d'accord avec vous, ce qui est pernicieux, c'est que quand Yambon dit ça, il évoque en chacun d'entre nous, l'un ou l'autre souvenir, de dire oui, c'est vrai quand même que j'ai entendu qu'un ami était à l'école, que son fils, qui était un des seuls blancs de la classe, était un des seuls à dire mais enfin c'est une catastrophe, ces tours jumelles en 2001. Il y a eu effectivement un certain nombre de jeunes qui ont trouvé ça assez sympathique parce que n'ayant pas la maturité et autres. Et donc, c'est clair que ça existait. Et là où Yann Yambon frappe fort, c'est qu'il vient quelque part, comme disait Jean-François Kahn, on a tous dans notre cerveau des petits morceaux, il vient juste s'adresser à ce petit bout-là en disant, voyez, je vous ai entendu. Mais là où c'est particulièrement infondé, c'est que quand il dit il y a des faits, il ne donne pas les faits. Il ne donne pas les lieux, il ne donne pas les endroits, il dit significatif, alors que significatif, ça veut quand même dire qu'il y a un grand nombre de personnes. Donc, une appréciation. En justice, ce serait un témoignage qui ne vaudrait rien, pour le dire clairement. Mais dans le sens que dit Madame, il faut dire, Madame l'a dit, c'est scandaleux de dire ils ont dansé. Il est tout à fait vrai. Par exemple, au moment des attentats, par exemple contre Charlie Hebdo, tout à vrai, quand on a fait les minutes de silence dans les écoles, un certain nombre d'élèves musulmans ont refusé les minutes de silence, ou etc. Mais attention, c'est pas pour le justifier, ça m'horrifie. C'est l'idée... mais on ne nous l'a pas demandé pour les Palestiniens. C'est ça qui est dans leur tête. C'est mais on ne peut pas dire, même si c'est contestable ce raisonnement, totalement contestable, on ne peut pas dire que ça signifie qu'on approuve et qu'on applaudit les attentats. Il faut faire très attention. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a cette idée du vivre ensemble qui est si importante dans une vie de société, c'est ce vivre ensemble qui est peut-être mise à mal en Belgique aujourd'hui avec ce genre de phrase, mise à mal en France aussi, vous parliez de Charlie Hebdo. Est-ce que cette notion-là est en danger en France et en Belgique ? Michel. Partout en Europe. Entre flamands et wallons, vous voulez dire. Alors, ça c'est la question, et ça c'est la question à laquelle faisait référence, je le rappelle parce que vous soulignez un point qui est important, l'écrivain belge David Van Rembroek, qui disait que le pays est tellement accaparé entre cette rupture entre flamands et wallons, que finalement il en a un peu oublié les autres communautés. Mais le seul côté... positif, entre guillemets, de toute cette affaire, et bon, c'est difficile de trouver du positif après l'horreur qui nous a tous frappé le 22 mars, c'est qu'ils mettent en évidence certains manquements qui sont dus en partie à cet État qui s'est détricoté au fil du temps, qui n'a pas suffisamment investi dans ses forces de police, qui n'a pas suffisamment peut-être travaillé ensemble à un niveau national. Moi, en tant que Belge, c'est toujours quelque chose qui me frappe d'une grande différence au niveau français, au niveau belge. Quand il y a eu les attentats à Paris, il y a très vite une voix qui est entendue, c'est le président. Il y a 3 personnes qui parlent, il n'y en a que 3. Et côté belge, il y a très vite une cacophonie avec tous les niveaux de pouvoir qui parlent, chacun parle dans son coin. Vous le dites, tiens, le Premier ministre n'a pas pu faire taire le ministre de l'Intérieur. Mais non, parce que dans un système de coalition, le Premier ministre n'a pas une autorité complète sur tous les partis. C'est une coalition. Donc, mais sur cette idée du vivre ensemble, où en est la Belgique ? Par contre, sur le vivre ensemble, je crois que des attentats comme ceux-là révèlent 2 choses. Ils révèlent d'un côté tout le danger et tout ce qu'on n'a pas suffisamment fait et les risques d'exclusion qui pourraient naître du côté entre les musulmans et les autres, pour faire simple. Et d'un autre côté, il réveille aussi une tendance à dire il faut absolument vivre ensemble. Il y a des mouvements spontanés qui sont nés, il y a des personnes qui sont allées à un endroit dans le centre de Bruxelles qui s'appelle la Bourse, par centaines, par milliers, se recueillir au même endroit. Et donc, il y a quand même... Y compris des mouvements d'extrême droite, d'ailleurs. Oui. C'est assez frappant.
Absolument, mais il y a ce côté quand même de vouloir de vivre ensemble. Donc, les deux choses cohabitent. On ne va pas faire de l'angélisme, mais les deux choses existent, elles coexistent. Le mot de la fin pour vous, Michel ? Maintenir cet équilibre du vivre ensemble, respecter et faire avancer le contrat social au fur et à mesure que le monde évolue, et il évolue très vite. On sent bien que même Yann Yamon le sait, il faut le faire. Il a tendu la main le 21 avril, alors on ne sait pas si c'est là aussi que de la politique, à Philippe Moreau, l'ancien maire de Molenbeek, pour dire qu'effectivement, il faut désormais travailler ensemble. Alors, qu'est-ce que ça veut dire travailler ensemble ? C'est peut-être ça, le message d'espoir, c'est qu'il a peut-être compris qu'on ne pouvait pas aller trop loin non plus, même au nom d'impératifs personnels. Tout ça, là aussi, ça montre, ça nous rappelle qu'il y a des compassions majoritaires qui coexistent visiblement avec des compassions minoritaires, et qu'il faut ouvrir les yeux sur ça et ne pas avoir de tabou. C'est-à-dire, quand un enfant dit « Ah oui, mais moi, je ne fais pas la minute de silence », il faut savoir pourquoi, et non pas juste jeter l'anathème, puisque c'est certes minoritaire, mais c'est quelque chose qui existe et qui est suffisamment important et répétitif pour qu'on s'y intéresse aussi. Il ne faut pas mythifier totalement le vivre ensemble. L'expression est un peu ambiguë. Il faut tendre au vivre ensemble. Quelle serait la bonne expression alors ? En même temps, c'est une expression un peu ambiguë. En même temps, regardez, on vit déjà ensemble. Il y a une mythologie en France, au bon sens du terme, hein, j'y fais allusion tout à l'heure. C'est ce moment en 44, 45, où des communistes à la droite, le centre, les chrétiens, les athées, tout ça se retrouve ensemble. C'est un vivre ensemble. Sauf qu'il y avait quand même 30% des Français qui restaient putinistes. Donc c'était quand même la limite du vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à un vivre ensemble total. C'est des confluences. C'est peut-être alors une recherche du... Comment vivre ensemble, si ça vous va comme conclusion. Comment bien vivre ensemble. Comment bien vivre ensemble. C'est cette valeur qui doit s'exprimer d'une façon ou d'une autre, en sachant que c'est des moments, tout ça. Et c'est ce que vous disiez, c'est peut-être la fraternité aussi. C'est la fraternité. Moi, j'aime quand on dit des mots comme ça, parce que ça fait presque gros mot de dire fraternité, on vous dit que vous êtes naïf. C'est aussi l'identité, mais c'est un autre débat. Encore faut-il que les gens se sentent une identité commune. C'est fondamental dans le vrai sens. Identité commune et fraternité. Ce sera le mot de la fin, puisque je vous propose qu'on avance dans l'actualité de cette semaine. Cette semaine aussi, une grande conférence mondiale sur les drogues s'est tenue à l'ONU, à New York, avec un constat d'échec. La guerre contre la drogue, initiée en 1971 par Richard Nixon, est un échec. Elle n'a réussi à ralentir ni la production, ni le trafic, ni la consommation. L'ennemi public numéro 1 aux États-Unis, c'est la drogue. Comme la répression n'a pas donné de résultat, nous devons avoir une politique beaucoup plus intelligente. La possession de drogue pour un usage personnel peut être considérée comme un délit mineur, qui doit bien sûr être traité par d'autres moyens qu'une incarcération ou des poursuites pénales. D'abord, nous reconnaissons qu'il y a un marché de la drogue, qu'on le veuille ou non. Et aujourd'hui, ce marché est entre les mains des narcotrafiquants, ce qui est bien pire pour nous que la marijuana elle-même. Mais je ne veux pas dire que la drogue soit bonne. Alors, l'ONU veut donc mettre... c'est lui l'expert, bon, on va voir ça. Automatiquement. Alors, c'était moi, là, c'est lui. On va voir ça tout de suite, puisque je rappelle, Michel, vous êtes suisse, et en matière de drogue, la Suisse, depuis les années 90, a été précurseur en la matière. Ce qu'il faut retenir, en fait, de ce qu'on vient d'entendre là, c'est que l'ONU veut donc désormais mettre l'accent sur la prévention et le traitement, à l'instar de ce qui se fait déjà dans certains pays. On parlait de la Suisse, on peut parler de l'Uruguay, on peut parler du Portugal. Le fait est que peut-être ce qui est la différence fondamentale, c'est que désormais les drogués ne sont plus des malades, ce sont des malades mais plus des criminels. Est-ce que ça fait une différence notable ? Est-ce que c'est ça qu'il faut retenir ? Oui, mais ils sont toujours... Enfin, ça fait longtemps qu'ils sont considérés comme des malades, puisque... Comme des criminels aussi, puisqu'ils vont en prison et parfois à perpétuité, voire peine de mort. Pas dans les démocraties occidentales, pas trop. Les États-Unis, emprisonnement. Alors eux, ils tuent tout le monde, ils mettent tout le monde en prison à vie et bon, ils ont la peine de mort, on laisse tomber. Non, mais sérieusement, Non, ce qui est intéressant maintenant dans le débat, c'est que la dépénalisation est un vieux sujet. Mais maintenant, on a des expériences qui ont été menées. On a suffisamment de recul pour pouvoir les évaluer. Et je pense que on se rend compte de toutes les façons que qu'est-ce qui rend la drogue aussi, aussi pernicieuse, c'est l'interdit, qui la rend chère, qui crée des trafics, qui crée des mafias et des mafias dangereuses et mortelles. Donc, à partir du moment où on lève ce couvercle,
On a entendu à la fin quelqu'un dire, ça ne veut pas dire que la drogue c'est bien. Non. L'ancien Mais président c'est Rogolin, très bien qu'il ait dit ça. On n'est pas en train de bénir la drogue. C'est de se dire, si elle existe, comment gérer pour qu'il y ait le moins de dégâts. La légaliser ou la dépénaliser est une solution? C'est un vieux débat. Est-ce qu'il faut... Eh ben voilà. Aucun pays n'a légalisé la drogue à ce stade. Hein. Il y a une Alors, le dépénalisation. Portugal, il y a le cas du Portugal où effectivement on peut la drogue produire et vendre Alors de la c'est drogue. c'est à l'usage, pas la production évidemment, mais à l'usage avec des... Alors, les résultats sont étonnamment assez bons puisqu'on se concentre, on se concentre vraiment sur la question sanitaire dans le pays et évidemment on casse le marché. Parce que ce que vous avez dit, c'est très juste, c'est que ce produit n'est attractif que parce qu'il coûte cher pour les producteurs, il est attractif parce qu'il est vendu très cher parce qu'il est interdit. Mais à la production, ça coûte pas cher. Ah donc. Pour les pays d'origine, la Colombie, le Mexique évidemment, l'Afghanistan, les petits paysans n'ont pas trouvé mieux pour survivre que de produire ce genre de choses. Et évidemment, tous les cartels les font converger vers une production globale, la coca, l'héroïne, l'opium base, qui ensuite développe des marchés pour lesquels il est très difficile de revenir en arrière après, parce que évidemment tout le monde mange au passage son petit morceau. Mais alors sans revenir en arrière, est-ce qu'il ne faudrait pas récupérer les bénéfices de ce qui aujourd'hui est un narcotrafic? Comment les États peuvent récupérer en fait ce marché-là qui aujourd'hui est un marché noir? Sur les narcos, ils n'ont pas un contrôle sur eux. Les narcos dirigent même les États. C'est ça. Les pays producteurs ne sont pas des pays consommateurs. Ils le sont un peu par défaut. Moi j'ai vu en Afghanistan à l'époque où j'ai fait des travaux des reportages sur la drogue là-bas, comme en Colombie d'ailleurs. Les Colombiens consomment très peu de drogue, en fait. Les Afghans en consomment parce que ce sont surtout les Afghans qui revenaient des camps en Iran où la drogue était passée. Et évidemment, le mouroir qui était devenu ces camps de réfugiés faisait que les gens se mettaient à consommer. Et de retour en Afghanistan, ils ont continué à consommer. Mais en réalité, ces pays ne sont pas des pays où l'on consomme beaucoup de drogue. Peut-être alors les pays où l'on consomme, comment les pays où l'on consomme peuvent récupérer de l'argent du narcotrafic? Je rappelle que c'est 300 milliards, c'est une estimation évidemment, mais le narcotrafic génère 300 milliards de dollars. La lutte, c'est 1000 milliards de dollars. Mais je crois qu'ils ont essayé de le faire. Quand on voit Richard Nixon en disant on va, avec un système policier fort, on va réussir à récupérer ça, à casser le marché avec un système policier qui fonctionne. Le fait est qu'apparemment, ça ne fonctionne pas. Non seulement ça, ils ont rendu le marché plus attrayant parce que c'était plus interdit. Et le parallèle, c'est vrai qu'on pense tous, on dit, tiens, dans l'histoire, à quoi on pourrait penser? On pense tous à ces films qu'on a vus de gangsters sur la prohibition dans les années 20 et 30. Et c'est clair, qu'est-ce qui a cassé à un moment donné ce marché quand l'alcool était interdit et qui enrichissait considérablement les mafias américaines? Qu'est-ce qui a cassé à un moment donné le marché? C'est quand, effectivement, on a permis de vendre de l'alcool librement aux États-Unis. Et qu'on a taxé l'alcool. Est-ce qu'on pourrait taxer la drogue? Qu'on les a taxés, qu'on les a contrôlés et qu'on a mis les systèmes sanitaires pour aider les alcooliques et que, dernier élément auquel Michel faisait allusion et qui n'est pas neutre, dernier argument, c'est qu'il fallait des incorruptibles, comme on le voyait dans les séries américaines. Et pour le moment, je ne vois pas où sont les incorruptibles en Colombie, en Afghanistan pour casser le marché. Non, c'est tout le... Bien sûr qu'on n'y arrivera pas. D'abord, on peut en cultiver sur son balcon. Oui. Et l'actualité montre que quand on veut vraiment... Un type qui est accro à la drogue et qui veut en trouver, il en trouve. Ouais. Celui qui en trouve pas, c'est celui qui n'est pas très accro. Bon, voilà. Et la comparaison avec l'alcool et la prohibition est une très bonne comparaison. À un détail près qui change beaucoup de choses, qui est l'alcool, c'est de l'alcool. Enfin, vous me direz qu'il y a de l'alcool frelaté, etc. Non, c'est de l'alcool. Or, le problème, c'est que si on dépénalise les drogues douces, tout le monde va se projeter sur les drogues dures. Donc, en vérité, la logique de la dépénalisation, c'est de dépénaliser toute la drogue. Voilà. Tout le monde en même temps. En même temps. Simultanément. Or, à ce moment-là, il y a 3 niveaux. Me semble-t-il. Un, c'est le problème du gangstérisme. Grand gangstérisme, c'est-à-dire ceux qui contrôlent ça, du grand gangstérisme, et le petit gangstérisme, c'est-à-dire les dealers. Très bien. Le grand gangstérisme dont on voit le joug qu'il roule sur le plan international, qui contrôle des États, etc. Et nous, dans les banlieues, le rôle que l'économie souterraine, etc. C'est évident que si la drogue est en vente libre,
on casse ça. Ça, c'est clair, c'est le côté positif. Sous les pieds. Mais en même temps, il y a un troisième... C'est le dire. Il y a un troisième aspect qu'on est obligé de déconnecter des deux premiers, qui est le problème de santé. C'est-à-dire, oui, on casse le gangstérisme, et petit et grand. En même temps, c'est là où les expériences, il faut savoir ce que ça donne. Est-ce que ça incite les gens à se précipiter et en consommer énormément, ou au contraire, non. C'est là où il y a une question. L'exemple portugais, la réponse est non, justement. Ouais. Mais avec un système sanitaire qui a été développé, c'est-à-dire qu'on les considère tout de suite comme des malades et on les pousse immédiatement à les consulter. Il y a des centres qui ont été créés pour ça, et où tout de suite ils sont traités comme des malades. Ça, c'est vraiment très important. Sinon, le mot de la fin, Marie-Roger. Je vais dire une chose par rapport aux pays qui consomment et ceux qui sont des pays de transit, par exemple les pays africains. La différence, la frontière est en train de s'atténuer parce que de plus en plus, on a constaté que les pays africains, aussi dans les pays africains, on se met à consommer. Il y a des narco-États comme la Guinée-Bissau où c'était un pays de transit. Et certains, même le Maroc, etc., où on a maintenant un nombre assez considérable de consommateurs de substances. Et c'était l'objet d'un... D'ailleurs, c'est là aussi. Parce que, par exemple, au Pérou, ils consomment tous de la cola, l'image de la cola. Ça, c'est pas de la drogue. Alors, il y a les drogues. Il y a maintenant les drogues de synthèse. Il y a une nouvelle drogue qui arrive. Et justement, l'Office onusien contre la drogue et le crime, dans un rapport en 2012, disait que le monde se drogue de plus en plus, mais différemment. Et que donc, cette augmentation des drogues va augmenter. Prochaine réunion en 2019. Et nous verrons donc comment... C'est terrible, non ? Comment, pardon ? Il y a des nouvelles drogues qui sont terribles. Pour autant qu'il y en ait de bonnes, je crois qu'elles sont, elles sont en effet, elles sont plus faciles à produire en effet. Le crack. Elles sont dangereuses et plus faciles à produire. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a encore ce problème de la drogue. Il y a drogue et drogue. Il y a drogue et drogue. Ça reste un milieu caché, aux chairs, etc. Je vous propose qu'on avance dans l'émission, mais alors vraiment sans transition, puisque ça ne vous a pas échappé. C'était encore une semaine très triste pour le monde de la musique. La liste des célébrités décédées cette année s'est encore allongée. Jeudi, le brusque décès du chanteur et musicien américain Prince à l'âge de 57 ans. Et on a appris tout à l'heure le décès de Papa Wemba à l'âge de 66 ans. Le roi de la rumba congolaise est mort des suites d'un malaise sur la scène du FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo. En Côte d'Ivoire, c'était hier soir samedi. C'est un emblème de la musique africaine qui s'est éteint. Marie-Roger, vous le connaissiez bien, Papa Wemba ? Oui, c'est extrêmement triste. Je le connaissais bien, on l'a interviewé plusieurs fois. C'était à un moment donné l'artiste africain le plus populaire en Afrique. Pas seulement au Congo, son pays natal. C'est le continent qui est en deuil. Le continent. Et il était tellement populaire qu'il a fait des films, en tout cas un des films qu'il a fait, La vie est belle, avec Ngangura Moïse et Benoît Lamy. Un réalisateur belge. Un réalisateur belge, d'accord, n'est-ce pas ? Et même Ngangura, il vit en Belgique, ça a été fait là-bas. A été l'un des premiers grands succès africains en cinéma moderne. Et il a fait... C'est-à-dire, c'est très difficile de parler de Papa Wemba parce qu'il était un peu le patriarche de la musique. Tout le monde se référait à lui parce que ceux qui sont arrivés par la suite... voilà, il y en a pas mal. Le Congo, RDC est une pépinière de grands succès et de grands talents. Tout le monde se référait à lui. Je pense à Kofi Olomide. On crée des faux duels entre les deux pour voir quel était le plus ceci, etc. Ou même Fally Ipupa, il se réfère à lui. C'est le doyen, c'était une figure tutélaire. Et au-delà de la peine, c'est quand même une belle mort, on peut dire, puisqu'il faut bien partir tous, nous partirons tous, mais comment ? Je crois que sur scène, je crois que c'est un départ en apothéose qui correspond un peu à l'impact, au rayonnement qu'il a eu sur la scène musicale africaine. Alors, de la mort de Prince, on ne sait pas grand-chose encore, puisqu'on attend les résultats de l'autopsie. Il est donc lui aussi décédé cette semaine. On va regarder la très jolie une de The New Yorker cette semaine, inspirée de
Purple Rain, le magazine hebdomadaire qui a titré sur ce décès, mais comme de nombreux autres titres de presse, l'annonce de la mort de Prince a suscité plus de 8 millions de tweets dans le monde. À titre de comparaison, l'annonce de la mort de David Bowie en janvier, qui avait déjà créé une forte émotion, en avait généré plus de 3 millions en 4 heures. Est-ce que les réseaux sociaux accroissent l'émotion qu'il peut y avoir autour de ces décès, puisqu'on voit qu'il y a une mauvaise série là depuis le début de l'année? Non seulement ils l'accroissent, mais parfois ils la perturbent, puisque comme vous savez, la mort de Prince a été à un moment donné infirmée par les réseaux sociaux en disant que c'était un hoax, une mauvaise blague, et donc on a hésité. Donc quelque part, cette espèce de choc qu'on reçoit quand on est fan d'un chanteur comme Prince est retenu, et on sait pas, on attend en fait d'avoir la réponse. Et la réponse, elle vient à un moment donné du New York Times. Voilà, et vous étiez fan de Prince, donc c'est pas une bonne semaine. Mais oui, parce que vraiment, c'est quand même quelqu'un qui a marqué ma génération, certainement. Voilà. Dans les années 80-90, Prince, c'est quand même un des grands phénomènes. Je crois d'ailleurs que on a fait le parallèle aussi avec Michael Jackson. Voilà, c'est les deux grands artistes, certainement, qui ont un style pour la danse sans doute inouï et rare. Alors bien sûr, David Bowie aussi a marqué une génération aussi. Donc c'est clair que ça, ce sont des monuments sacrés tout à coup de cette culture rock, pop, pour le dire au sens très général du terme. Qui s'en vont, mais c'est générationnel, il y en aura d'autres. Hein. Oui. Voilà. J'ai découvert que les gens aimaient sa musique, parce que pour moi, Prince c'était surtout quelqu'un d'excentrique, très mégalo, mais très doué évidemment, parce qu'il joue toutes sortes d'instruments, il sait tout faire. Ouais. Mais c'était une musique difficile, à part Purple Rain et tout ça, c'était trop bizarre. Mais là, je découvre quand même. Pourquoi, et ça sera ma dernière question de l'émission, peut-être en commençant avec vous, Jean-François, pourquoi est-ce qu'on pleure comme ça ces célébrités qu'on ne connaît pas? Pourquoi cette émotion? Non, on ne les connaît pas. On les apprécie. On ne les connaît pas personnellement. Il y a le phénomène de deuil quand même. L'avoir connu. Mais moi, je vais vous dire, c'est triste par rapport à vous. Je vais vous dire quelque chose de très triste. C'est pas ma génération. Je suis beaucoup plus vieux. Et je vais vous dire autre chose de plus triste. C'est ce que disait très bien Alphonse Allais. Il disait, vous savez, on aura beau dire, on aura beau faire, mais plus le temps passera, moins il y aura de gens qui ont connu Napoléon. Moi, je pense que c'est la conclusion parfaite. Si vous en êtes d'accord, je vous propose qu'on passe à la semaine de dilemme avec, évidemment, comme toujours, un grand sourire et puis une petite pointe d'acidité au bout du crayon, vous allez le voir. Il revient sur une actualité tragique pour le moins, la crise migratoire et son lot de drames plus fréquents encore dès le printemps en Méditerranée. Le naufrage d'un bateau pourrait avoir fait 500 morts le week-end dernier, 61 morts officiellement recensés depuis janvier. La visite de Barack Obama ce dimanche à Berlin, Ich bin ein Européen, déclame Barack Obama, ça nous rappelle la phrase de Kennedy. Climat tendu pourtant en raison de l'opposition d'une majorité d'Allemands au projet de traité transatlantique négocié avec Bruxelles. Aux États-Unis, les primaires continuent. Donald Trump a remporté l'État de New York et il continue à diviser son parti. Regardez cette patte d'éléphant. L'éléphant, c'est le symbole républicain. Une patte qui se verrait bien écraser le controversé candidat. Oups, s'exclame ce dernier. La flamme olympique est partie pour le Brésil où se tiendront, vous le savez, les Jeux de Rio cet été. Pitié, pas le bûcher, implore la présidente Dilma Rousseff dont le Parlement a voté la destitution. Le Sénat doit se prononcer prochainement. On en a déjà parlé à Kiosque et il y a fort à parier qu'on va en reparler encore. Et puis enfin pour terminer, vous allez le voir, c'était cette semaine, ça ne vous a pas échappé, l'anniversaire de la reine Elisabeth II, elle fête ses 90 ans. Le pauvre, il en a eu marre d'attendre, dit l'indétrônable souveraine en apprenant la mort de Prince. Bon, son prince de fils, lui, patiente encore pour prendre la relève de celle qui règne depuis quand même 64 ans. Dites-nous. Moi, il y a une trop d'informations qui m'a frappé quand même, moi, personnellement. C'est la Barça, Barcelone en foot, qui, 2 matchs de suite, gagne le premier 8-0 et le deuxième 6-0. C'est jamais arrivé. Vous imaginez ça? Alors j'avoue que je ne peux pas vous le dire. Bon, on termine dans un grand sourire avec un mot de sport, avec un peu de culture, avec beaucoup de réflexion. Je vous en remercie tous les 4. À très bientôt, j'espère vous retrouver ici très bientôt. Et puis merci à vous qui nous regardez évidemment aux 4 coins de la planète. C'est toujours un plaisir de réfléchir avec vous. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. En attendant, évidemment, la semaine prochaine. Je vous dis à dimanche prochain.